Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso ? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business ? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie ? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Les émotions désagréables sont inutiles. Faux. Les émotions sont universelles. Faux. Il existe des émotions positives et négatives. Faux. Le cerveau arrête de se développer après l'enfance. Faux. Les émotions désagréables demandent plus d'énergie au corps. Ouais. Accepter, c'est se résigner. Faux. On est capable d'apprendre à modifier ses réponses émotionnelles. Ok, oui. Et heureusement. La musique permet d'apaiser certaines émotions. Oui. Dans certains cas, oui. Les émotions ne jouent aucun rôle dans la prise de décision. Faux. Il existe une recette magique pour gérer ses émotions. Faux. Mais si elle existait, j'aimerais bien la connaître. Oui, moi aussi. Dommage. Ce sera pour une prochaine fois. Bonjour et bienvenue dans cet épisode avec Paola Izquierdo, qui est psychologue et passionnée du fonctionnement humain. Paola aide les personnes à reconnecter avec elles-mêmes, se découvrir et s'autoriser à être pleinement soi. Aujourd'hui avec Paola, on va parler des émotions et notamment d'apprendre à les décrypter. Je suis contente parce que c'est un sujet qui nous concerne tous à notre manière. On va voir ça ensemble plus tard. Et justement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Paola avec nous, avec son background aussi de psychologue, pour apprendre à mieux décrypter nos émotions et vraiment à mieux les comprendre. Bonjour Paola, c'est un plaisir de t'accueillir sur le podcast. Bonjour Nania. Plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors avant de commencer, comme tu sais, j'ai un petit jeu que je propose à mes invités pour permettre d'en savoir un peu plus sur toi. Ce jeu, c'est celui des 2 vérités et du mensonge. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est que tu nous donnes 3 choses sur toi, dont une qui est un mensonge. Et en fin d'épisode, on revient dessus pour essayer de découvrir où se trouve le mensonge. Est-ce que tu veux bien te prêter au jeu et nous dire 3 choses sur toi ? On y va. Allez. Alors, la première, c'est j'ai déjà été arrêtée par la police. Ok. La deuxième, j'ai failli accoucher dans la rue. Wow. Et la troisième, j'ai déjà voyagé dans l'espace. Ok. Ah ben là, tu éveilles ma curiosité. On verra ça en fin d'épisode. Est-ce que tu as voyagé dans l'espace ou pas ? Peut-être que tu nous donneras des indices pendant l'épisode ou pas. Affaire à suivre. Alors aujourd'hui, tu voulais nous parler de comment on fonctionne un petit peu, de l'importance justement de prendre conscience de comment on fonctionne. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai partagé avec Daniel Siegel, qui est un neuropsychiatre qui est expert sur les cerveaux, notamment sur les cerveaux de l'enfant, cette idée que c'est essentiel de se comprendre, de comprendre notre vie intérieure pour vivre en harmonie avec soi et avec les autres. Ouais. Pour moi, c'est important surtout de se comprendre pour 2 raisons, disons. Surtout, alors il y a la première qui pour moi est très, très importante, qui est en fait que nous, on peut pas juger quelque chose qu'on comprend. Ok. Et que du coup, si je comprends comment l'être humain fonctionne de manière générale, mais si je comprends plus spécifiquement comment je fonctionne, ça laisse forcément de la place à la compassion, au pardon, à une curiosité bienveillante aussi. Et ensuite, tout ça se transpose aux autres. Ouais. Ouais, donc au final, mieux se comprendre, ça permet d'enlever le jugement qui serait une barrière à la compréhension d'une émotion. Oui, tout à fait. Et aussi qui serait un frein, je suis en train de me dire, dans l'effet de pouvoir être avec les autres. Oui, oui, complètement, ouais. On est dans l'ouverture et dans la tolérance avec soi, mais les plus on peut être aussi avec les autres. Ouais, complètement. Ce que tu dis, ça me parle beaucoup. Ça me fait penser à une petite anecdote où, par rapport au test MBTI, je sais pas si tu connais, qui est un test, donc de personnalité pour ceux qui nous écoutent. J'avais découvert ce test assez récemment et je me rappelle, on l'avait fait aussi avec des copines ensemble. Mhm. Tu as 4 dimensions, en fait et j'avais trouvé ça hyper intéressant parce qu'au final, on était très différentes. À la fin du test, tu as certaines lettres et en fonction des lettres que tu as, ça veut dire que tu fonctionnes d'une certaine manière dans certaines situations. En discutant, ensemble aussi sur les résultats, sur pourquoi on avait répondu de telle manière plutôt que d'une autre, ça nous avait permis vraiment de mieux comprendre à la fois soi, mais à la fois les autres aussi. Je sais que depuis ce qu'on a fait, cet échange-là avec ses copines, je trouve qu'on a une meilleure compréhension l'une de l'autre. Dès qu'elle a une réaction qui nous paraît, différente, tu vois, on n'aurait pas réagi de cette manière-là ou quoi. Bon après, j'imagine qu'il y a aussi l'histoire, l'expérience, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais déjà, tu vois, ça donnait de la matière
Et donc effectivement, le fait de mieux se comprendre, ça permet aussi de mieux comprendre les autres et d'apporter plus de compréhension, d'apaisement et moins de jugement, comme tu dis, exactement. Ouais, de pouvoir s'ajuster aussi, effectivement, oui, davantage justement. Et ça rejoint, c'est ce que je voulais dire par rapport à une autre raison importante de se comprendre, qui est vraiment ça, c'est qu'en fait, si je connais quels sont mes besoins, mes valeurs, quelle peut être ma sensibilité, par exemple, au chaud, au froid, quelle peut être ma tolérance à la fatigue, les situations Oui, qui me stimulent, celles qui me font sentir en insécurité ou vont me causer du stress, ben en fait, forcément, ça aide à se réguler. complètement, oui. Juste une petite parenthèse par rapport au MBTI, il y a une version qui a été un peu, partagée, j'ai envie de dire, de manière gratuite, enfin qu'on peut faire, pour avoir une certaine notion qui s'appelle 16 personalities, OK, que les gens peuvent trouver sur internet. OK. Et après, je sais qu'on peut approfondir sur, voilà, pour aller un peu plus loin. Cool, merci du tips. Et je me rends compte que je suis une mauvaise hôte de podcast parce que je t'ai pas encore laissé te présenter. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur toi avant qu'on enchaîne sur les autres questions? Je suis Paula, je suis psychologue, je suis espagnole, l'accent me trahit. J'ai 3 enfants, une vie, assez, chargée, mais quand même je trouve des moments pour moi et ça c'est important et j'adore mon métier. Oui, et donc tu as des enfants, donc éventuellement tu as peut-être failli accoucher dans la rue. Mais ça, on y reviendra plus tard. Et donc pour revenir à ce que tu nous disais et donc l'importance de déjà de mieux se comprendre pour pouvoir décrypter ses émotions. Est-ce que tu aurais un exercice peut-être à nous proposer ou des suggestions de comment on peut faire pour quelqu'un qui nous écoute et qui se dirait: «Ça me parle, je j'ai bien envie de le faire, mais par où je peux commencer? Qu'est-ce que je fais?» Comment on peut faire pour mieux se comprendre? C'est une excellente question parce qu'en vrai, beh, nous apprenons de nos expériences et qu'en réalité, beh, toute expérience peut nous servir pour savoir un peu plus sur nous-mêmes, du moment où nous nous autorisons à observer avec attention, avec, c'est ce que j'aime beaucoup cette expression des curiosités bienveillantes. Oui, Observer, voilà, quelles sont nos réactions internes, les contextes qui les déclenchent, un peu la manière dont je vais pas avoir tendance à percevoir certains événements ou certaines expériences et cetera. Parce que finalement, on ne peut pas comprendre quelque chose avec laquelle on n'a pas fait connaissance. Donc, oui, donc un des prérequis, c'est vraiment ça, travailler un peu sur sa capacité d'introspection, d'observation. À ce sujet, il y a quelque chose de très intéressant qu'on observe pas mal, enfin en tout cas quand on échange entre psychologues, et il est vrai qu'en fait, les personnes qui ont des parcours de vie difficiles, ouais, généralement, vont avoir une tendance à avoir fait déjà un travail d'introspection parce que, beh, besoin de s'adapter, besoin de comprendre certains environnements, certaines réactions d'autres personnes et c'est intéressant, en fait, parce que, beh, c'est un peu vraiment cette quête enfin, donner du sens mmh, qui parfois peut déclencher un peu ou faciliter aussi cette introspection. Mais sinon, pour revenir à ce que tu disais d'un peu en exercice, bon, c'est difficile de donner, quelque chose en particulier. Moi, peut-être que la chose la plus simple et finalement factible serait de se donner un rendez-vous avec soi, oui, la fréquence que chacun estime, nécessaire ou qui estime juste. Ça peut être chaque jour, toutes les semaines, tous les mois, tous les 6 mois, voilà et se poser juste quelques questions, en fait. ouais, Par exemple, quels sont les endroits, les personnes ou les contextes dans lesquels, tu te sens en sécurité? Et en insécurité, quel est là ou les personnes qui t'ont les plus influencé? Qu'est-ce que tu apprécies les plus de ces personnes-là? Qu'est-ce que tu apprécies les moins? mmh, Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui pourrait me rendre fière? J'ai beaucoup cette question-là, qui pourrait me rendre fière ou satisfaite de moi les soirs? ouais. Quelles sont les choses qui finalement nous rendent satisfaits des soi? Intéressant. Au final, des questions assez liées aussi sur, des émotions justement. Qu'est-ce qui amène telle émotion? Comment je peux faire pour me sentir bien, dans telle, situation? Oui, ça peut être sur ça mais en même temps, ça peut être des questions pour se comprendre de manière plus générale. Mmh, Quels sont mes besoins, mes envies? Quelles sont mes valeurs? Quels sont les éléments aussi de mon histoire qui m'ont le plus construit, en tout cas de manière consciente? Tout n'est pas conscient et c'est là où, il y a des choses, très sympas et des choses moins sympas qui arrivent. si c'était juste «l'expérience» entre guillemets, hein, bête et simple qui permettait de mieux se comprendre, bah, normalement, une personne âgée devrait super bien se comprendre et être au top de la sagesse. Et pourtant, il y a certaines personnes âgées qui vont justement, refouler à fond certaines émotions. Donc au final, ce que tu nous dis, de ce que je comprends, c'est qu'il
il y a la conscience à mettre dessus et un ingrédient hyper important pour pouvoir avancer. Justement, d'où l'exercice que tu nous proposes, je pense, de vraiment se poser des questions aussi pour, être curieux sur, soi-même, sur son histoire, sur ce qu'on est en train de vivre. Tout à fait, tu as tout à fait raison, effectivement. S'il n'y a pas de conscience, c'est pas possible. Donc, se donner rendez-vous avec soi-même et avoir, des petites questions qu'on peut se poser. Donc, tu nous en as donné certaines, mais c'est une liste évidemment qui est pas exhaustive. Donc les personnes peuvent aussi trouver leurs propres questions. D'ailleurs, si jamais vous avez des questions qui vous viennent et que vous avez envie de les partager, vous pouvez, partager sur Insta par exemple et nous taguer en story. Comme ça, on voit vos questions. Ça pourrait être hyper intéressant aussi de partager là-dessus. Par rapport justement aux émotions et aux différentes émotions qu'il peut y avoir, d'où est-ce qu'elles viennent finalement? Et elles sont la résultante de nos expériences de vie, surtout de comment celles-ci ont été encodées dans la mémoire implicite. Ça me fait penser du coup à une expérience. Il y a quelques années, je suis partie en vacances. On a crevé un pneu. Et en fait, j'avais envoyé un message en disant, bon, ça y est, on a crevé. Et du coup, dans ma famille, il y a quelqu'un qui a répondu, oh là là, les vacances commencent mal. Et c'était super intéressant, du coup, comment, en fait, pour moi, les vacances commençaient pas mal du tout. Pour moi, c'était, «Ah, c'est une aventure, c'est chouette», enfin, un côté assez naïf que finalement, voilà, me caractérise un peu aussi mais du coup, c'était très intéressant parce que finalement, cette expérience dans ma mémoire était encodée, différemment. Ouais, intéressant. Ouais, c'est surtout qu'en fait, ce n'est pas une situation spécifique qui va déclencher une émotion spécifique, Mmh. mais plutôt qu'en fait, ça dépend de nous, de notre histoire aussi, mais de l'interprétation, en fait, que je vais donner à cette situation-là. Mmh. C'est ce qui est vrai, c'est que, l'interprétation que je vais donner va dépendre de plusieurs éléments. Donc, par exemple, de mes expériences passées, des ressources que j'ai à ma disposition à ce moment-là. C'est vrai qu'à l'occurrence, quand cet événement est arrivé, j'étais entourée, je me Mmh. sentais, bien intérieurement. Donc, en disant qu'en termes de ressources internes, externes, ça allait et également aussi, quelle est l'évaluation que je fais de cette situation? Est-ce que c'est par exemple une situation dangereuse parce que où je suis dans un endroit complètement paumé Mmh. et je veux pas tout avoir d'aide. Enfin, c'est vrai que tous ces éléments-là sont importants pour évaluer. C'est hyper intéressant comme exemple, je trouve et effectivement, au final, quand j'ai une émotion, bah, tout de suite, c'est relié à une situation, tu vois? Il y a quelque chose qui déclenche. Même si ça va être une pensée ou quoi, il y a quand même, un truc «externe» entre guillemets qui va venir déclencher, mais ça, c'est la perception qu'on en a et là, en fait, dans ce que tu nous dis, c'est qu'au final, oui, il y a des éléments externes, mais c'est aussi il y a tout un tableau, en fait, à prendre en compte. Dans une même situation, du coup, des personnes vont réagir aussi différemment, par rapport au tableau qu'elles vont avoir, les couleurs qu'elles auront mis, le type de peinture et cetera. Ça peut être des tableaux complètement différents et ça me fait penser aussi à un épisode que j'ai enregistré récemment avec Julie Rodriguez sur, justement la responsabilité et comment on là où on a notre pouvoir d'action dans nos réactions et en fait, ça rejoint vachement, je trouve ça intéressant, ouais. Oui, tout à fait. Là, par contre, effectivement, on peut réagir sur cette partie-là. Par exemple, effectivement, on peut travailler sur les ressources, mais finalement, beaucoup aussi des questions enfin, quand il s'agit des ressources internes, Mmh, c'est quelque chose qui est pareil, sur lesquelles on peut essayer de travailler. Et une ouais. des choses, c'est déjà, moi, les reconnaître, hein, certaines, enfin, savoir qu'elles sont là, quelles sont ces ressources qu'on peut avoir, pouvoir s'appuyer aussi sur les autres également, pour certaines personnes pour lesquelles ça peut être difficile de s'appuyer aussi sur les autres. Est-ce que tu aurais un exemple là de ressources internes? Alors quand je parlais des ressources internes, c'est vrai que c'est peut-être un terme un peu, j'ai pensé à un tiroir vide, vous savez, tu sais, les tiroirs de l'entrée là, où on met un peu toutes les choses, Ouais. Non, en fait, par ressources internes, j'ai fait allusion plutôt à quelles sont les choses que je me dis de moi-même, par exemple, quelle est, confiance que j'ai en moi, Ouais. comment je m'estime, quelles sont mes connaissances également, peut-être, en l'occurrence par rapport à mon exemple, Mmh. mes connaissances que je peux avoir, techniques Oui ou, mécaniques de voiture, par exemple. et les pensées aussi du coup, ce que tu disais, ce que je suis en train de penser, donc les pensées aussi au final, c'est une ressource interne, ouais. Ouais, mais qui du coup, c'est bien peut être aussi très lié effectivement à l'histoire. C'est là où, Ouais, c'est très complexe de catégoriser les choses. Mais du coup, je reviens à la question des émotions finalement ce dont on parle. ouais. Mais les gens, parfois, viennent consulter parce qu'ils croient qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait, que leurs émotions, dysfonctionnent et en fait, c'est essentiel de se rendre compte, de se dire que nos réactions sont toujours cohérentes avec notre histoire. Mmh. Que ces émotions existent, pour assurer au fond du fond notre survie. Alors pour notre cerveau logique, parfois ça a pas de sens, mais pour notre cerveau émotionnel, ça fait complètement sens. Ouais. Les émotions, c'est un système, rapide et adaptatif Mmh. qui permet, d'épargner du temps et de l'énergie
Mais il y a mais, c'est que beh, c'est un système approximatif parce qu'on OK. l'a pris dans un contexte donné, mais que beh, parfois, peut-être dans les contextes présents, ça a pas trop lieu d'avoir certaines réactions émotionnelles et on continue malgré nous de les savoir Ouais. et c'est un système qui peut avoir un peu du mal à se mettre à jour. Oui. Au final, ça rejoint aussi un petit peu dans le vrai faux, il y avait le fait d'avoir des émotions, positives et négatives, où tu nous as dit que c'était faux et Mmh. ça rejoint un peu cette idée donc les émotions sont des messages. Tout à fait. En fonction de notre histoire, on peut en avoir du coup une certaine, interprétation. Ça reste quand même des messages. Est-ce que là-dessus tu veux ajouter quelque chose ou? Non, c'est vrai que très souvent, on catégorise les émotions en émotions positives et négatives. J'ai l'impression que ça on en parle de plus en plus justement sur l'effet plutôt émotions agréables et désagréables. Oui. Parce qu'effectivement, ben, on a besoin vraiment de toutes les émotions. Mmh. La joie va nous indiquer qu'on est dans une bonne direction, dans la bonne voie, que nos besoins sont comblés aussi. Mmh. Heu, la colère va être la garante du respect de soi, de notre intégrité, de nos valeurs. La tristesse va nous permettre de passer à autre chose, Mmh. une période, de tourner la page. Par exemple, très lié à la tristesse, cette question de pleurer, Ouais. mais peut aider, enfin aide d'ailleurs, Oui. permet d'évacuer des hormones du stress. Donc en fait, voilà, toutes les émotions ont une fonction. Et d'ailleurs par rapport à ça, dans les vrais faux aussi, il y avait les émotions sont universelles. Mais justement, il y avait Paul Ekman qui avait mis un peu en avant certaines émotions dites, universelles et toi tu nous as dit faux. Donc est-ce que ce serait un mythe? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors, c'est vrai que pendant très longtemps, enfin, ou même cette idée d'émotion universelle, elle continue, mais j'aime beaucoup une chercheuse qui s'appelle, Lisa Feldman Barrett. Ouais. Elle a écrit un livre, qui est assez dense, mais vraiment il est très, très intéressant. C'est en anglais, je ne crois pas qu'il y a la traduction en français. Mmh. How Emotions Are Made: Mmh. The Secret Life of the Brain. J'espère que les gens ont compris, sinon tu pourrais écrire peut-être, Dans la description, oui. et en fait, elle décrypte comment, beh, il y a beaucoup des recherches qui ont été faites dans ce sens et qui, prouvent entre guillemets, beh, que, certaines émotions semblent universelles, mais qu'en fait, il n'y a pas assez des preuves et qu'au contraire, quand on mesure même, ne serait-ce que par exemple les micro-mouvements Mmh. des personnes qui en fait, les gens parfois ils disent qu'ils ressentent de la tristesse alors que les micro-mouvements correspondraient davantage à une autre émotion. Donc ça veut dire qu'elles sont plutôt culturel, qui est Mmh. finalement on n'a pas parfois, c'est pas si facile de détecter aussi les émotions, chez soi Ouais. et que, pas toutes les émotions sont présentes dans toutes les cultures. Mmh. C'est hyper intéressant, ouais. On peut aussi se tromper, même nous, vraiment croire Mmh. que c'est, certaines émotions, par exemple, par rapport à il y a des photos qui Ouais. avaient été, prises justement un peu pour, montrer c'est ce qui serait les expressions, idéales, OK. Oui, OK. C'était, en gros des photographies qui mettaient en avant ouais. une expression du visage pour, dire, dans tel cas, bah, dans la joie, le visage, il a tendance à se comporter de telle manière. Mais en fait, c'est ce qui est super intéressant, c'est qu'il t'explique comment ça avait été validé OK. et ça pose quand même question. Mais parce que tu vois, par exemple, lui, normalement, c'est la surprise, mais en fait, ça a été validé en disant: «Bon, ce visage représente quoi?» OK. Et visiblement, quand on les fait comme ça, beh, la plupart, enfin, tout le monde dit, tu vois, surprise ou enfin, la plupart des personnes font ça. Mais après, quand c'est pas ces photos-là et que, tu vois, par exemple, ça et tu sais que là, les gens, ils savaient pas. Quand, par exemple, c'était cette Mmh. photo-là qui un acteur. OK. Ouais, donc dans son livre, elle remet, en question la certitude selon laquelle les émotions seraient universelles et ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est au final, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est que la réaction corporelle ne serait pas forcément la même pour tout le monde. Déjà, ça, c'est une première chose que je trouve, intéressante et aussi que bah, culturellement, dans certaines cultures, il y a peut-être certaines émotions qui sont pas forcément acceptées et tout et du coup, ça influence, énormément aussi la manière dont on va les ressentir et je trouve que ça rejoint beaucoup aussi ce que tu dis sur le fait que la manière dont on va comprendre nos émotions est liée à notre histoire. Parce que pareil, dans certaines familles, il peut y avoir des émotions qui sont
pas accepté parce que les parents eux-mêmes n'ont pas été habitués ou culturellement, peut-être viennent, ont eu, dans les traditions aussi, de certaines émotions qui étaient pas forcément, valorisées ou qui c'était mieux de les vivre de manière très, intime, tu vois, avec soi-même et donc je trouve que ça rejoint vachement ce que tu disais au final, le fait qu'elle soit pas universelle. Il y a des similitudes, mais c'est pas une universalité qui est, stricte, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, c'est ce que tu viens de dire, ça me fait penser du coup à parce que c'est vrai que finalement on parlait d'émotion, mais on n'a pas dit qu'est-ce qu'est une émotion, et que j'aime beaucoup, cette définition d'Antonio Damasio Mmh. qui est un prof de neurosciences et psychologie, qui, parle des émotions comme, mental experiences of body states. Mmh. Cette définition, alors en français, je ne sais pas comment on pourrait traduire. Est-ce que c'est un peu l'expérience qui fait les mentales des états du corps? C'est-à-dire que les émotions sont indissociables finalement du corps. Mmh. Finalement, une émotion, c'est ça, c'est une sensation physique qui arrive un peu sans prévenir, comme un courant électrique qui apparaît voilà, d'abord dans les corps. Très souvent, mais surtout si on parle des réactions émotionnelles, c'est d'abord dans les corps et ensuite c'est les mentales qui donnent une interprétation. Et justement, pareil, dans ces livres, elle évoque beaucoup cette idée que parfois, il peut avoir même sensation physique, ou pratiquement les mêmes parce que on est tous différents, Ouais. mais que par contre, les noms donnés à l'émotion étaient différents selon les personnes. Mmh. Donc voilà, donc elle remet le concept d'universalité Ouais. à une partie un peu plus voilà, contextuelle Oui. et individuelle finalement. Ce qui rejoint finalement la définition, là, tu disais d'Antonio Damasio, Mhm. puisque du coup, ce serait d'abord dans le corps. Ça aussi, je trouve ça intéressant parce qu'au final, on a tendance à beaucoup rationaliser les émotions quand on Ouais. essaie de les comprendre aussi. Essayer de mettre des mots dessus, de décrire ce qui se passe dans le corps. Mais du coup, c'est quand même dans le corps que ça passe en premier. Ouais, tout à fait. Ouais, d'ailleurs, à ce sujet, je sais pas si je partage ça. Un jour, j'avais les cœurs qui battaient vraiment très, 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 très fort. J'étais vraiment surprise. Je me suis dit: «Mais attends, mais c'est quoi ces trucs? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver?» Et une personne qui était juste à côté, j'ai dit: «Attends, ça te dérange pas?» et voilà, observer un peu ça. Là, c'est ce qui se passe et du coup, il dit: «Ah oui, en effet, mais ça va vraiment très, très fort». Et c'est super intéressant parce qu'en fait, après coup, je me Mmh. suis dit: «Mais en fait, là, c'est que je viens de vivre, c'est une crise de panique, OK. une crise angoisse ou une attaque panique» ou enfin, parce que c'est vrai, mon cœur, il battait très, très vite, Mmh. mais j'avais pas donné, cette signification-là. Ouais, c'est hyper intéressant effectivement, là, dans l'anecdote que tu nous dis, c'est tu as vraiment eu les sensations corporelles et c'est après en avec une analyse, après coup que tu t'es rendu compte, mais ouais. Ce qui au final rejoint, je pense à des émotions comme la peur qui vont aussi être liées à l'instinct et à la survie au final. Bon, ça va très vite, mais le corps réagit souvent avant que le cerveau que «l'information parvienne» entre guillemets au cerveau, même si tout va très vite et qu'on a quand même la sensation que c'est quasi simultané, mais tu sais, ou quand tu sursautes ou tu sais, ce genre de réaction corporelle que tu peux avoir, quoi. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Mais il y a, beh, justement, au tout début, je parlais de Daniel Siegel et il y a quelque chose de très intéressant, enfin, quand il parle du cerveau, il dit qu'on peut le représenter par la main. OK. Donc, il dit, bon, voilà, ouvrez votre main, les pouces, mettez-les à l'intérieur. Ouais. Ça représente les systèmes limbiques, les cerveaux émotionnels, on va dire. Et ensuite, il dit, et les quatre doigts, mais repliez-les sur les pouces. Mmh. En forme d'avoir comme une sorte de poing, mais avec les pouces à l'intérieur. Et en OK. fait, il dit, ça, c'est les cerveaux. Toutes les doigts, tout ce qui est à l'extérieur, c'est les cortex, donc toute la partie consciente du cerveau. OK. Les pouces qui restent à l'intérieur, c'est la partie, implicite, consciente, là où sont logées finalement les émotions Ouais. et ensuite là où commencent les poignets, ce serait, plutôt là où il y a les réactions, les instincts, quoi. Ah, c'est pas mal le schéma avec la main. Voilà et ça, c'est très intéressant et parce que finalement, par exemple, quand on pense aux enfants, les cerveaux est plastique. Mmh. Donc du coup, quand on parle des cerveaux émotionnels, donc du pouce, si on reprend un peu Ouais. les modèles, il faut se dire qu'il y a d'autres structures. Donc ici, à l'intérieur, dans les pouces, il y aurait l'amygdale, l'hypothalamus, l'hippocampe, OK. chaque partie avec des rôles un peu différents, enfin bien d'autres structures, mais peut-être que ces 3, c'est les Les principales, on va dire, ouais. principales exactement. Mais il y a d'autres structures qui interviennent en dehors de ces systèmes et qui est notamment peut-être les cortex préfrontales Mmh. qui viendront, faire une analyse consciente de la situation OK. et de la réponse qui a été donnée par les corps. Ouais. Donc
Il y a une fonction très, très importante dans la régulation des émotions Mmh. et c'est pour cette raison, par exemple, comme pour les enfants et les adolescents, peuvent être débordés par les émotions parce que ces cortex préfrontal, beh, il n'est pas encore mature. Ils vont donc avoir, besoin d'une aide externe. C'est intéressant ce que tu dis avec les enfants et c'est vrai qu'on voit avec les jeunes enfants, bah, il y a tout un apprentissage aussi autour des émotions. Ça rejoint ce que tu disais sur le fait que, bah, notre compréhension, elle dépend aussi de nos expériences, de aussi le schéma peut-être familial, comment, les émotions ont été accueillies, comment elles étaient décryptées même, et on le voit, les enfants, ils prennent souvent exemple sur les parents aussi et du coup, tout ça pour dire, ouais, qu'effectivement, si en plus le cortex préfrontal n'est pas développé à ce moment-là, ça a un impact, important quoi, de toutes les informations qu'on assimile et l'apprentissage qu'on se fait, à ce moment-là. Mais surtout ce que ça me donne envie de dire, c'est que du coup, ça rejoint un autre vrai faux, dont on parlait, qui est celui donc de pouvoir changer sa réponse émotionnelle et est-ce que, ce que tu nous disais, c'est que c'est possible. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Comment on peut faire? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que, bon, généralement, on parle, on a très sou enfin, oui, on a très souvent, l'habitude de, culpabiliser aux parents, penser à tous ceux qui ont mal fait et cetera et qu'en psychologie, beh, on va très souvent, creuser là-dedans et ce n'est pas parce qu'ils sont tout mal faits, c'est surtout, en fait, parce que quand on est petit et on a besoin de comprendre le monde dans lequel on est, de se comprendre soi, un minima et de Mmh. comprendre les autres et qu'en fait, beh, c'est les figures de référence à ce moment-là, l'environnement qui est à notre disposition qui va, beh, nous construire. Donc c'est surtout, pour ça, parce qu'effectivement, beh, il y a un peu les fondations. J'aime bien cette idée-là des les bâtiments, est fini, mais on voit pas les fondations Ouais. et c'est vraiment cette, mémoire émotionnelle, cette mémoire, implicite qui a été forgée à l'enfance. Alors, jusqu'il y a quelques années, on croyait qu'on ne pouvait pas désapprendre. OK. Maintenant, les neurosciences ont prouvé en effet, on peut et il y en a plusieurs thérapies d'ailleurs qui ont émergé, à ce sujet, notamment par rapport à la découverte. Ça a été un peu la réconciliation de la mémoire, traumatique OK. et voilà et donc du coup, il y a plusieurs thérapies qui sont basées sur ça et l'idée, en fait, c'est que jusqu'à là, beh, on essayait de créer un peu un système alternatif des croyances afin que, bon, beh, que les nouvelles croyances un peu plus adaptatives, Mmh. en concurrence avec l'ancien, de sorte que les cerveaux, beh, choisissent, les bons Ouais. versus les mauvais. Et bon, on va pas se mentir, c'est pas du tout évident Mmh. de s'apprendre soi-même. Ouais. Ça a été un peu détaillé, du coup, il faut plusieurs aspects pour que les processus qui en fait, c'est un processus naturel, un processus, protéique et du coup, en séance, on va essayer de créer, voilà, un peu les contextes propices à cela et amener des apprentissages qui ont été enfouis dans la mémoire du travail. Tout ça, je ne sais pas si c'est important de dire. Si, c'est intéressant. En fait, ce que je comprends là, de ce que tu nous dis, c'est du coup que au final, avant on pensait que c'était pas possible de désapprendre, puis on s'est rendu compte que ça l'est, même si c'est quand même des fondations. Donc c'est quelque chose qui est enfoui, qui est profond et qui est bien ancré. Donc c'est pas facile. Ça va être plus facile avec une aide extérieure que tout seul, même si au final, maintenant il y a des études qui montrent que c'est aussi possible. Bon après c'est tout un cheminement, hein, et c'est pas en claquement des doigts que ça le sera, mais voilà, c'est en tout cas c'est possible. Oui, tout à fait. Oui, c'est possible et parfois, ça peut arriver de manière un peu, surprenante pour Ouais. certaines personnes, mais bon, voilà, on n'a pas la main dessus. Parce que comme on disait tout à l'heure, beh, c'est des apprentissages assez enfouis et la plupart du temps, beh, on les remet même pas en question. Mmh. Oui, c'est des croyances, c'est ancré, ouais. Ouais, tout à fait et donc par exemple, pour les personnes qui se disent: «Mais je voudrais réagir autrement, mais c'est plus fort que moi». Là, on est clairement dans des réactions émotionnelles qui sont pas adaptatives au contexte présent, Mmh. mais on ne peut pas changer seul. Là, on a besoin d'aide. En revanche, effectivement, on peut faire des choses qui peuvent aussi aider parfois à désapprendre OK. et qui peut être surtout, oui, parce que le cerveau est plastique. Une des choses que moi, je pourrais recommander, c'est vraiment cette fameuse expression d'élargir sa zone de confort. Mmh. Parce qu'en fait, quand on sort de notre zone de confort, des choses qu'on a l'habitude de faire, dans lesquelles on se sent bien, à l'aise, quand on sort de là, ça permet des nouvelles expériences qui vont créer des nouveaux comportements, des nouvelles pensées, des nouvelles connexions dans les cerveaux, des nouvelles émotions Mmh. et aussi de nouvelles croyances. Donc tout est très, très lié. Ouais.
Donc ça va aider énormément à flexibiliser, nos réponses, en fait. Ouais, complètement. Ça me parle beaucoup ce que tu dis par rapport aux habitudes aussi, je trouve. Ces derniers mois, j'ai mis en place des nouvelles habitudes et au final, en mettant en place ces nouvelles habitudes, bah, je sens qu'il y a des changements, tu vois, sur la manière de penser et même de réagir. Typiquement, pour donner un exemple très concret, dans mes habitudes, je me suis mis au breathwork, des techniques de respiration et donc ça fait maintenant 1 an que je fais, plusieurs fois par mois, je fais des sessions de breathwork en groupe avec, Mmh. quelqu'un qui guide tout ça. C'est assez, marrant parce que ça a infusé, mais de manière inconsciente, hein. C'est un jour où j'ai pu observer avec plus de recul que parce que je peux avoir tendance à stresser assez facilement quand même et là, en fait, il y avait des situations où avant j'aurais été stressée et où là, je l'étais pas et tout de suite, je voyais que c'était ma respiration qui venait, poser le truc, tu vois? Mmh. Tout ça découle d'une nouvelle habitude de faire attention à sa respiration, d'avoir des moments dans le mois où vraiment je suis focus que respiration, qui sur le moment, bah, font un bien énorme, tu vois? Et qui en même temps infusent des nouveaux réflexes, des manières de respirer aussi. Parce que pareil, j'avais une respiration des fois qui pouvait être inversée et donc je trouve ça intéressant effectivement, ce que tu dis, ça me parle beaucoup. Ouais, la question de la respiration, en plus, elle est fascinante, je trouve, parce que, beh, on respire tous, on les fait tout le temps Mmh. et j'ai l'impression que personne ne sait, en tout cas, il faudrait que je fasse, déjà l'effort un peu de me renseigner davantage sur quel est vraiment tous les mécanismes, parce que finalement, tout le corps est en mouvement. Ouais. Mmh. Parce qu'il y a le diaphragme, mais quand on inspire, beh, il y a les côtes aussi qui vont bouger, donc qui vont peut-être légèrement toucher certains organes, qui vont influencer. Donc, c'est pour ça la respiration, c'est vrai que c'est un exercice qui est préconisé parce qu'on sait que ça aide, mais c'est intéressant donc peut-être de savoir les mécanismes, qui se cachent derrière. Mmh. Pour en revenir à ce que tu nous disais, donc pour désapprendre, une des manières, c'est de vivre en fait de nouvelles expériences différentes, d'avoir des nouvelles habitudes pour Mmh. avoir des nouvelles réactions aussi, à tout ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. OK. Et d'ailleurs, par rapport à ça, très intéressant, heu, quand il parlait la question des oui, on peut tous désapprendre et qu'une des clés, beh, c'est effectivement la répétition. Alors parfois, beh, effectivement, s'il y a des choses très ancrées, mais ça va être compliqué, même, avec la répétition où vraiment il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être il y a même d'autres croyances qui sont liées, qui vont empêcher que, l'apprentissage avec cette nouvelle répétition et c'est ancre. Mais il y avait quelque chose de très intéressant qui était que, beh, il disait même les astronautes, ils Mmh. peuvent désapprendre c'est ce qu'est la gravité et du coup, quand ils reviennent sur terre après un voyage dans l'espace, beh, ils ont besoin d'un peu réapprendre parce que le corps, en fait, il a été habitué Mmh. à une autre apesanteur donc c'est un peu, Ouais, c'est vrai qu'au final, là, ce que tu dis, ça me fait penser au fait que notre corps, il s'adapte en fonction de où est-ce qu'on va vivre, de même, tu vois, je pense à une copine qui allait vivre au Canada et qui avant était frileuse et depuis qu'elle est là-bas, en fait, elle est moins frileuse. Parce que l'hiver, il fait tellement froid que son corps, il s'est adapté, tu vois, à sa jauge de température, pour considérer, qu'il fait froid, elle a aussi évolué. Je trouve ça marrant, de remarquer ça et au final, c'est vrai qu'on le corps s'adapte et comme tu disais, l'émotion, c'est une réaction corporelle aussi donc d'une certaine manière, tout ça est lié. Mmh. OK, donc là, ce que tu nous dis, c'est pour, désapprendre, mais quid de la régulation, émotionnelle? Est-ce que là, tu aurais des astuces à nous partager? comme on a parlé tout à l'heure, en fait, on ne peut pas contrôler nos émotions. Elles apparaissent malgré nous, avant même que nous soyons conscients. Mais ce que par contre nous pouvons faire, c'est vraiment leur laisser la place pour qu'elles nous traversent en les observant. Et il y a cette phrase que j'aime beaucoup des «C'est à quoi on fait face, s'efface, Mmh. c'est à quoi on résiste, persiste». Pour les émotions, c'est un peu la même chose. Il y a l'autre phrase pareille, que si jamais, voilà, ça peut Oui. aider, les gens, c'est, par rapport à une émotion, c'est en Mmh. anglais, mais c'est «The only way out is through». Ouais, C'est plus comment on pourrait la traduire de quoi en français, c'est la seule manière d'en finir. de se laisser traverser, complètement, ouais. Et bon, c'est vrai que, voilà, nous les psychologues, on insiste beaucoup sur l'effet d'accepter et en fait, accepter, c'est vraiment aller au contact. Moi, c'est vraiment se dire, beh, OK, je vais aller je ressens la tristesse, par exemple, OK, mais je vais aller la ressentir. J'observe, je vois ce qui se présente, je me Mmh. laisse traverser par cette tristesse. Peut-être que je vais pleurer, peut-être que je vais avoir, envie d'un peu d'isolement,
mais ce n'est pas se résigner, c'est-à-dire un peu baisser les bras, Mmh. se dire: «Bon, ben, voilà, je peux rien faire, ça y est, je suis triste». C'est plus, voilà, j'observe ce qu'il y a, peut-être aussi justement dans quelle partie de mon corps je les ressente. J'essaie d'écouter un peu les messages qui peut se cacher derrière, cette émotion et ensuite, beh, je décide quoi faire pour la traverser au mieux. Ouais. J'aime bien ce que tu dis aussi sur le fait de pas se résigner et de pas, du coup, baisser les bras et se dire: «Bon, bah, je peux rien y faire». Je trouve que c'est une nuance importante aussi à apporter sur le fait que, bah, OK, si on a une émotion, désagréable, par exemple, déjà de l'accepter, donc de se laisser traverser et de pas rentrer en résistance parce que là, après, ça fait des nœuds et ça empire, en fait. Mais, en même temps, de pas rester immobile dans son émotion parce qu'on peut se laisser aussi, happer sinon et pour pas qu'elle prenne le dessus non plus et continuer à vivre, quoi. Mmh. Ouais, tout à fait, c'est très juste, c'est ce que tu dis, oui. Bah, écoute, ça donne déjà pas mal de pistes là, avec tout ce que tu nous as donné. Donc si je résume, ce que tu nous as dit, c'est que ce qui est important, c'est de se comprendre pour pouvoir, aussi être plus en harmonie avec soi-même et donc ses émotions, pouvoir mieux les décrypter et aussi avec les autres. Ça va de pair que par rapport aux émotions, il y a quand même notre histoire, nos expériences qui ont un rôle à jouer sur la manière dont on va les percevoir, les ressentir et donc un exercice que tu nous as donné, un premier exercice pour, arriver à mieux se comprendre, c'est de faire un rendez-vous avec soi-même et se poser des questions d'introspection un petit peu, à la fois axées sur les émotions, mais aussi de manière plus générale sur les besoins qu'on peut avoir, ce qu'on est en train de vivre, nos envies et cetera, pour vraiment pouvoir, mettre de la conscience dessus, avoir plus de recul aussi par rapport, à nos émotions. Mmh. Ce que tu nous as dit aussi, c'est que c'est pas forcément une situation spécifique qui déclenche une émotion, mais ça dépend vraiment aussi de l'interprétation qu'on va lui donner, ce qui rejoint l'interprétation qui va dépendre de nos expériences et de notre histoire et cetera. Tu nous as dit donc c'est possible de désapprendre tout ça, si on a des réactions qui ne nous conviennent pas ou des émotions où on se sent submergé, où on se sent débordé et qu'on les vit mal, c'est possible de désapprendre une réponse émotionnelle et d'en apprendre une nouvelle. C'est pas forcément évident, des fois se faire aider, ça peut être un bon moyen pour ça, mais c'est quand même possible et là, tu nous suggérais de changer ses habitudes, de tester de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles expériences pour justement montrer à son corps, à son cerveau, bah, qu'il y a d'autres réactions aussi qui sont possibles, qu'il y a d'autres choses qui existent et que la référence, en fait, la fondation, tu nous parlais de fondation qui est une image, très parlante, je trouve, que la fondation est peut-être pas, la meilleure et peut-être pas celle qui nous convient le mieux et que c'est possible d'en avoir une autre. C'est pas parce qu'on la change que tout s'écroule. Tout ça aussi avec l'idée que nos émotions sont des messages. Il y a pas d'émotions négatives ou positives, il y a des émotions agréables ou désagréables plutôt. Mais en tout cas, à chaque fois, il y a un message, ça a du sens et si on les ressent, c'est pour certaines, raisons qui sont liées donc à tout ce que tu nous disais. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose? Juste peut-être par rapport à la musique, comme on a Oui? parlé de la musique dans les vrais et faux, c'est vrai que bon, des stratégies de régulation émotionnelle, il y a bon, bien évidemment la question d'accepter dont on a parlé tout à l'heure, qui est la base. C'est vraiment essentiel. Ensuite, effectivement, on peut faire, d'autres choses. On peut se dire: «Beh, tiens, je sais que, beh, marcher, ça va m'aider. Respirer de manière, profonde, ça va m'aider également, beh, parce que ça régule les systèmes nerveux». On avait parlé également des pleurer si Mmh. nécessaire et il y a aussi peut-être juste parfois la question de juste simplement fermer les yeux. Ça permet déjà de ralentir les ondes cérébrales. Donc ça peut être une petite astuce. Juste voilà, si je me mets vers l'arrière, j'inspire, j'expire et en plus je l'ai fait avec les yeux fermés, voilà, on est déjà en train de réguler, pas mal. Ouais. Et autre chose, c'est la question d'écouter de la musique parce que c'est vrai, la musique, c'est des vibrations. Mmh. Et on sait que certaines vibrations, beh, ont un impact profond dans la matière et donc dans les corps également et qui influencent l'activité, électrique dans différentes zones du cerveau. Ouais. Et du coup, ça permet les changements de certaines ondes cérébrales vers d'autres qui vont, permettre davantage, concentration, la créativité. Bah, écoute, merci pour, ces tips supplémentaires. Alors je te propose qu'on revienne à notre petit jeu des 2 vérités et du mensonge et j'ai hâte. Donc tu nous as dit que tu aurais été arrêtée par la police, que tu aurais failli accoucher dans la rue et que tu aurais déjà voyagé dans l'espace. Alors, je vais essayer de deviner,
Moi, je pense que tu as failli accoucher dans la rue. J'ai failli accoucher dans la rue. Ça m'étonne pas. Tu veux nous raconter rapidement l'anecdote ou? Je suis arrivée à la mater et 5 minutes après, mon fils était né. Ah Donc oui, 5 minutes après? c'était au express. Enfin, vraiment, j'étais, allongée et ça y est, c'est sorti. Ah ouais, c'est rapide. OK, donc ça fait qu'il nous reste que tu aurais été arrêtée par la police ou que tu aurais déjà voyagé dans l'espace. Alors, je te connais un petit peu et donc je pense que tu as déjà voyagé dans l'espace. Alors, je suis pas copine avec Thomas Pesquet, mais j'avoue, c'était un peu un piège, en effet, je voulais dire vrai pour celle-là. Parce que j'ai vécu une expérience, extraordinaire et extraordinaire justement, un peu voilà, un peu hors temps et espace qui m'est tombé dessus complètement, par hasard. Voilà, je me suis un peu retrouvée dans un tunnel, noir qui s'est resserré et puis à un moment donné, un peu comme propulsée, un peu comme un bouchon des champagnes et je me suis retrouvée vraiment dans l'espace quoi. Enfin, c'était en tout cas la sensation que j'ai eue à ce moment-là Mmh. et c'est vrai que c'est une expérience que j'ai pas, j'ai beaucoup du mal à partager parce que bon, très très intime et parce que, beh, je voulais aussi donner un sens justement. On parlait de la question de comprendre, mais je voulais comprendre en fait Mmh. et c'est marrant parce que quelque temps après, je regardais un reportage sur Arte sur la physique Ouais. quantique. Il parlait des trous noirs, des trous blancs et des trous de verre qui seraient un peu, beh, un trou noir disons qui s'est joint avec un trou blanc. OK. Et j'ai eu l'impression qu'en fait, il décrivait exactement mon expérience. Un peu comme si je Ouais, rentrais dans ces trucs et je sortais, un peu de l'autre côté, en l'occurrence pour moi dans l'espace et c'est incroyable. Et ça, c'était enfin, si tu es d'accord de nous partager un peu plus sur le contexte, est-ce que c'était pendant ton sommeil ou c'était quoi le contexte où tu as pu ressentir ça? Est-ce que déjà tu étais dans un cadre, habituel ou inhabituel? oui, c'était un cadre inhabituel, c'était une retraite de yoga et de méditation. OK. C'était la toute première que j'ai fait. Je suis atterrie là complètement par hasard, une copine qui m'a dit: «Tiens, est-ce que ça t'est dit?» et puis à la dernière minute, il restait une place, donc voilà, pile pour moi. Par hasard ou pas? Ou pas, en effet et en fait, on faisait une méditation allongée et voilà, j'ai pu vivre un peu cette expérience qui était vraiment très fort pour moi et que pendant très longtemps, j'insiste, je l'ai pas partagée. Ouais. Mais là, je me dis: «Pourquoi pas, en fait?» Mmh. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, en fait, qui ont vécu des choses, Ouais. similaires et que finalement, bon, beh, ça fait partie de nos expériences de vie et aussi peut-être des choses qui finalement, beh, nous construisent aussi un peu malgré nous. Parce que finalement, depuis ce moment-là, beh, je suis très intéressée par la physique quantique, ça me parle Mmh. beaucoup et toute la question des énergies forcément. Ouais. Bah, merci pour, le partage. C'est vrai que c'est des expériences bah, on entend des fois dans des reportages ou quoi, mais là, tu vois, le fait de pouvoir en discuter, je trouve ça cool aussi. En vrai, je pense qu'on pourrait faire un épisode de podcast là-dessus. C'est pas l'objectif non plus. Mais est-ce que peut-être juste si je peux poser encore une question là-dessus, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Et est-ce que, genre, même après coup, tu vois, si on peut faire le lien peut-être avec l'épisode en termes d'émotion, comment tu as géré ça? Oui, c'est une super question. En effet, en fait, la sensation que j'ai eue, c'était vraiment un sentiment ou une émotion très, très forte d'amour, d'union OK. à la terre. À la terre, aux gens, vraiment très, très chose quelque chose de très, très fort qui m'est dépassé complètement, Mmh. donc quelque chose de très, très, très beau, mais en effet, difficile de partager la chose. Ouais. Donc quand tu parles de comment j'ai géré, effectivement, au début, j'étais un peu prise au dépourvu. Mmh. Parce que c'était quelque chose de complètement nouveau pour moi et j'ai eu un peu une tendance au repli Ouais. et là, en l'occurrence, ça a été beaucoup l'écriture qui m'a aidée. OK. Aussi, le fait de les partager à mes proches, à mes très, très Mmh. proches, là aussi beaucoup aidé parce que j'avais absolument besoin Oui. voilà, de raconter la chose, en tout cas de ne pas me sentir seule avec ça. On parlait justement des ressources. Ouais. Là, mes ressources internes, me dépassaient un peu, enfin, j'avais besoin aussi des ressources aussi de quelqu'un d'autre. Oui, puis j'imagine que d'extérioriser aussi, que ce soit à l'écrit ou à l'oral avec d'autres personnes, ça te permet de rendre ça réel, en quelque sorte. Tu sais, quand tu as quelque chose d'inhabituel qui se passe ou tu es un peu, tu sais pas trop, est-ce que tu as rêvé ou pas? Des fois, ça permet aussi de poser et Oui. après, des fois, il y a des mots aussi qui permettent pas forcément de décrire, mais hyper intéressant en tout cas. Quand tu en as parlé là, j'ai eu des frissons. Bah, écoute, merci du partage. Bah, je vais avoir une toute dernière question pour toi, c'est quel est le meilleur moyen pour te contacter? Et comme ça, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Alors, les meilleurs moyens, c'est peut-être d'aller consulter mon site internet.
il y a un onglet contact où là, il y a mon adresse email et mon numéro de téléphone. Donc, c'est www, c'est en anglais healthyminds-fr.com. Désolée, je ne fais pas la tâche facile. Ça marche. Bah, écoute, de toute manière, je le mettrai dans la description et déjà pour ceux qui nous écoutent, s'ils veulent, ils ont les éléments pour pouvoir aller sur ton site et te contacter. Merci beaucoup, Paola. Merci beaucoup, Nadia. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.